Aujourd'hui, je vais vous parler d'une région du monde que Allemands et Français ne connaissent pas très bien, c'est l'Amérique centrale. Les médias européens s'y intéressent assez peu, et pourtant elle est tout à fait stratégique. Elle est au carrefour entre les deux Amériques. Elle contient un certain nombre d'enjeux internationaux tout à fait majeurs, et ça, évidemment, les États-Unis l'ont très bien saisi. Du point de vue de la géographie physique, l'Amérique centrale forme un isthme reliant l'Amérique du Nord à celle du Sud. Elle s'étend de l'isthme de Tehuantepec à l'isthme de Panama. L'Amérique centrale forme un point de jonction entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique, étant également bordée par la mer des Antilles. Du point de vue de l'acception politique, l'Amérique centrale ne comprend pas le sud du Mexique. Le territoire considéré couvre une superficie de plus de 500 000 km² et compte à peu près 43 millions d'habitants. On y trouve 7 États, le Guatemala, le Belize, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica et le Panama. Et du point de vue des peuples, on a une population très métissée, résultat d'un brassage entre primo-occupants et populations blanches et noires. Au Nicaragua, par exemple, les métis représentent 69% des habitants, les blancs 17%, les noirs 9% et les amérindiens 5%. Autre caractéristique des populations d'Amérique centrale, c'est qu'elles sont majoritairement catholiques. Au Panama, ils forment 75% de la population, 67% au Costa Rica. Alors comment expliquer et ce métissage et cette prévalence du catholicisme? Essentiellement par l'histoire de la région, très marquée par plusieurs siècles de colonisation espagnole. Habitée depuis plus de 13 000 ans, l'Amérique centrale vit le développement de civilisations précolombiennes très élaborées. L'une des plus célèbres, c'est celle des Mayas, dont on peut admirer les vestiges de cités comme Palenque, Chichen Itza ou encore Tikal. La découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb marque le début de la colonisation espagnole dans la région. Au cours du XVIe siècle, c'est la quasi-totalité de l'Amérique centrale qui tombe sous domination espagnole. Et pour la couronne d'Espagne, cette colonisation repose sur des intérêts économiques, mais aussi sur la volonté d'évangéliser le nouveau continent. Ce qui aura pour conséquence le développement du christianisme, mais aussi l'effondrement des populations précolombiennes, victimes des maladies apportées par les colons européens. Au XVIIe et XVIIIe siècle, la colonisation se poursuit, et pour administrer le territoire conquis, la couronne espagnole le découpe en plusieurs entités dont on voit ici l'organisation à la fin du XVIIIe siècle. La plus grande partie de l'Amérique centrale est alors intégrée à ce qu'on appelle la Capitainerie générale du Guatemala. Elle compte 6 provinces, Chiapas, Guatemala, San Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. De son côté, le Panama est rattaché à la vice-royauté de Nouvelle-Grenade. La région, qui deviendra le Belize, est alors occupée par les Anglais. En 1821, les provinces de la Capitainerie générale acquièrent leur indépendance, puis sont intégrées à l'Empire du Mexique. Elles s'en séparent ensuite pour former, en 1824, un État fédéral qu'on appelle les Provinces unies d'Amérique centrale. La fédération regroupe alors les provinces que vous voyez là sur la carte. Le Panama, quant à lui, est rattaché à la Grande Colombie. Cette fédération des Provinces unies d'Amérique centrale cesse d'exister en 1839 pour donner naissance aux États que nous connaissons aujourd'hui. Le Panama est indépendant depuis 1903 et le Belize depuis seulement 1981. La plupart des pays d'Amérique centrale vont très vite connaître l'instabilité et la violence politique. Cette instabilité est largement favorisée par les États-Unis, qui interviennent directement ou indirectement dans plusieurs de ces pays. Dans certains cas, le but, c'est d'installer ou de soutenir des régimes favorables aux intérêts américains, et peu importe que ce soit des régimes autoritaires, tels que le régime de Jorge Ubico au Guatemala, celui de Martinez au Salvador, ou encore celui de Somoza au Nicaragua. Bien logiquement, plusieurs mouvements de rébellion vont s'opposer au gouvernement soutenu ou mis en place par les États-Unis. Et pendant plusieurs décennies, l'Amérique centrale est déchirée par les guerres civiles, comme au Guatemala de 1960 à 1996, au Salvador de 1979 à 1992. À partir des années 80,
l'Amérique centrale s'engage alors dans un processus de démocratisation, mais qui est semé de difficultés. Certains dirigeants vont tenter, et parfois avec succès, de modifier la constitution de leur pays afin de pouvoir briguer un nouveau mandat alors que cela leur était interdit. C'est le cas d'Oscar Arias Sanchez au Costa Rica en 2003, de Daniel Ortega au Nicaragua ou encore de Manuel Zelaya au Honduras. La tentative de ce dernier de changer la constitution s'est soldée par sa destitution et par un coup d'État en 2009. Et au cours de cette crise, les États-Unis lui ont affirmé leur soutien, montrant ainsi qu'ils souhaitent bien toujours garder le contrôle de la vie politique de cette région. Dans les domaines de la défense, de l'économie, la présence américaine est aussi très perceptible. Vous voyez sur la carte les pays accueillant des facilités ou des forces militaires américaines. Les États-Unis ont aussi installé des bureaux de la DEA, la Drug Enforcement Administration, qui est la police américaine chargée de lutter contre le trafic de stupéfiants. Dans le domaine économique et pour tous les pays de la région, les États-Unis restent le premier partenaire commercial puisqu'ils représentent en 2011 38% des exportations et 33% des importations de marchandises. Le dollar est très présent, il fait même office de monnaie officielle au Salvador. Eh bien, on l'a compris, les États d'Amérique centrale sont donc très dépendants des évolutions de l'économie américaine. Cette dépendance, d'ailleurs, s'illustre aussi par l'importance des transferts de fonds en provenance des immigrés centra-américains qui vivent aux États-Unis, envoyant leur argent vers les familles restées au pays. Par exemple, pour le Salvador, les sommes envoyées en 2011 par les Salvadoriens travaillant aux États-Unis correspondent à plus de 16% du PIB du Salvador. Globalement, on estime que plus de 4 millions de familles vivant en Amérique centrale dépendent de ces transferts pour vivre. Or, la crise économique mondiale, qui a débuté en 2008, a entraîné une diminution drastique de ces transferts et plusieurs millions de personnes risquent ainsi de tomber dans la pauvreté. Au Nicaragua, au Honduras, au Guatemala, plus de la moitié de la population vit déjà en dessous du seuil de pauvreté. Et face à cela, une économie parallèle s'est développée. Par exemple, au Honduras, sur l'ensemble de la population, 76% travaillent dans le secteur informel, cireurs de chaussures, marchands ambulants, mais aussi prostitution et trafic en tout genre. Le trafic de drogue, c'est l'une des principales activités contribuant au développement de cette économie informelle. L'Amérique centrale occupe une place stratégique entre l'Amérique du Sud, qui est productrice, et l'Amérique du Nord, qui est consommatrice. Et puis par ailleurs, on trouve ici deux des principaux pays producteurs de drogue de synthèse, que sont le Guatemala et le Honduras. Le développement de ce trafic de drogue, mais aussi maintenant la consommation, ont pour conséquence directe l'aggravation de l'insécurité et de la violence dans la région. Les pays d'Amérique centrale ont en effet les taux d'homicide parmi les plus élevés au monde. Selon un think tank mexicain, c'est au Honduras que l'on trouve en 2011 la ville la plus dangereuse de la planète. Il s'agit de San Pedro Sula. Cette violence est directement liée à la présence des Maras, ces gangs nés aux États-Unis dans les années 80. Ils ont été formés par de jeunes immigrés centra-américains issus de milieux défavorisés. Ils sont devenus aujourd'hui des groupes transnationaux qui se caractérisent par une violence extrême et des crimes tels que homicide, enlèvement, trafic d'armes, trafic d'êtres humains, pour ne citer que quelques exemples. En Amérique centrale, on le voit sur la carte, ces gangs sont implantés principalement au Honduras, au Guatemala, au Nicaragua et au Salvador. Donc insécurité, instabilité politique, litiges entre États, les pays d'Amérique centrale n'ont que peu de poids sur la scène internationale. C'est l'une des raisons qui ont mené à la création du système d'intégration centra-américain en 1993. Il regroupe tous les pays d'Amérique centrale, avec la République dominicaine comme membre associé. Les questions traitées couvrent de nombreux domaines, politiques bien sûr, mais aussi justice, questions environnementales, l'économie bien entendu, le tourisme, l'éducation et bien sûr la sécurité. Mais cette organisation semble dépourvue de vision politique. Les États d'Amérique centrale ont en effet du mal à s'entendre, notamment en ce qui concerne leur position à l'égard évidemment des États-Unis. Pour la majorité d'entre eux, les États-Unis constituent un allié traditionnel,
Mais depuis le retour de Daniel Ortega au pouvoir, le Nicaragua s'en éloigne. Le pays a rejoint l'ALBA, l'Alliance bolivarienne pour les Amériques. C'est une initiative lancée en 2004 par Hugo Chavez et Fidel Castro, dont l'un des buts, évidemment, est de lutter contre l'hégémonie des États-Unis. Alors il est toujours un petit peu imprudent de parler d'une région comme ça dans son ensemble, cela peut conduire à des facilités ou à des généralités. Mais pour l'Amérique centrale, on peut peut-être retenir deux, trois idées. D'abord, cette région dans son ensemble a des difficultés à surmonter pour assurer la suite de son développement. C'est un petit peu la litanie classique, pauvreté, inégalité, instabilité politique et souvent violence. Et puis deuxièmement, les États-Unis d'Amérique restent très présents dans cette région, diplomatiquement, économiquement, militairement. Et la poursuite des travaux à l'heure actuelle de l'élargissement du canal de Panama, qui permet aux bateaux de passer de l'Atlantique au Pacifique et vice-versa, montre bien l'importance tout à fait stratégique de cet isthme de l'Amérique centrale. Sur la genèse des conflits dans cette région du monde, vous pouvez lire Guerres et guérillas en Amérique centrale de Gilles Bataillon aux éditions des Belles Lettres. Le numéro des Cahiers des Amériques latines a sorti un numéro sur l'Amérique centrale au XXIe siècle. Sur les Maras au Salvador, dont je vous ai parlé, ces groupes très violents, vous pouvez voir le film La Vida Loca de Christian Poveda, qui a été édité en DVD. Et puis notre confrère du très bon magazine Carto vient d'éditer l'Atlas géopolitique mondial de 2013 aux éditions Argos.